La maisonnette dans le bois. Il était une fois un bûcheron qui vivait à la lisière d'une très vaste forêt avec sa femme et leurs 3 filles. Leur misérable maison était très isolée. Ils n'avaient aucun voisin et il leur fallait toute une journée de marche pour atteindre la bourgade la plus proche. Les 3 jeunes filles ne voyaient point d'inconvénient à cet isolement, car elles aimaient la forêt qui constituait pour leur jeu un cadre privilégié. Les arbres et les fleurs n'avaient plus de secret pour elles et tous les animaux étaient devenus leurs amis. Le bûcheron était pauvre et sa femme avait toutes les peines du monde à nourrir ses enfants, à les élever décemment et à les habiller comme il le fallait. Mais pour rien au monde, ils n'auraient voulu vivre sans leur jolie fille, dont ils se montraient tous les deux très fiers. L'aîné possédait une merveilleuse chevelure blonde et un mignon petit nez retroussé. Sa cadette était brune et elle montrait un teint mat et chaud. Enfin, la dernière avait les boucles noires comme le jais et son charmant visage était criblé de taches de rousseur. Les 3 sœurs aidaient gentiment leur mère à faire la vaisselle, la cuisine et aussi les lits. Mais les 2 aînées, à vrai dire, détestaient ces corvées et les laissaient à leur cadette chaque fois que l'occasion se présentait. La plus jeune, au contraire, accomplissait toutes ses besognes de bon cœur. Chaque jour, le bûcheron quittait la maisonnette avant l'aube pour s'en aller chercher et couper du bois. Et en général, il rentrait chez lui vers midi, son ouvrage terminé. Mais parfois, il devait s'enfoncer très avant au cœur de la forêt, et une des filles était alors chargée de lui apporter quelque chose à manger. Un soir, avant d'aller se coucher, le bûcheron annonça à sa femme « Demain, je dois partir fort loin. Il faudra qu'une de nos filles m'apporte un peu de soupe à midi pour me réchauffer et me redonner du cœur à l'ouvrage. Tu enverras notre aînée, elle risquera moins de se perdre. D'ailleurs, pour qu'elle puisse me retrouver, je sèmerai derrière moi des grains d'orge. Elle parviendra ainsi sans peine à s'orienter. » La mère trouva qu'il s'agissait là d'une excellente idée et se rangea à son avis sans discuter. Le lendemain, la fille aînée se mit donc en route comme ses parents le lui avaient demandé. La femme du bûcheron avait préparé pour son mari un bidon d'une bonne soupe aux pois bien épaisse qui réveillerait sûrement ses forces. « Prends bien garde de ne pas le renverser en chemin !» cria-t-elle à la jeune fille en la regardant s'éloigner d'un pas léger sur le sentier. « Et suis bien la piste tracée par ton père !» ajouta-t-elle un peu inquiète avant de rentrer dans son logis. Puis, comme chaque matin, elle se mit à faire le ménage. Au début, la sœur aînée vit bien les grains d'orge annoncés. Mais au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait plus avant sous les arbres, les petits repères disparurent. Les oiseaux avaient picoré les grains sans en laisser un seul. Très courageusement, elle continua cependant à marcher au petit bonheur. Il fallait absolument qu'elle porte à manger à son père. Mais lorsque la nuit tomba, elle ne l'avait toujours pas trouvé. Alors, fatiguée, elle s'assit sur une pierre plate et vida elle-même le bidon de soupe. Puis, elle s'apprêta à rentrer chez elle. Mais malgré tous ses efforts, elle ne retrouva plus le chemin de sa maison. La jeune fille s'était bel et bien égarée. Il faisait de plus en plus noir et elle commençait à désespérer lorsque soudain, elle vit briller dans le lointain une faible lueur entre les arbres. Reprenant courage, elle se dirigea droit vers elle et un peu plus tard, elle arriva devant une petite maison dont les quelques fenêtres étaient éclairées. « Ouf !» pensa la fillette. « S'il y a de la lumière, c'est qu'il y a quelqu'un. Me voilà sauvée. Je vais demander l'hospitalité pour cette nuit. » Elle s'avança jusqu'au seuil et frappa à la porte. « Entre !» répondit une voix rauque à peine audible. Timidement, la jeune fille poussa l'éventail. À l'intérieur, elle aperçut alors un vieillard, dont la longue barbe grisâtre descendait jusqu'au sol. Il était assis à une table, la tête dans les mains, et d'un œil sombre, il regardait fixement devant lui. À côté de son coude, se tenait une poulette, et derrière sa tête, sur le dossier de la chaise, se dressait un coq. Près de l'âtre, où un bon feu brûlait gaiement, la jeune fille découvrit également une vache blanche et noire. « Puf, quelle ménagerie !» se dit-elle. « Pourquoi ce vieux fou garde-t-il toutes ces bêtes chez lui ?» Le vieil homme, levant enfin les yeux sur elle, lui demanda en grognant ce qu'elle désirait. Lorsque la fillette lui eut bien expliqué qu'elle s'était perdue et souhaitait se voir offrir l'hospitalité pour la nuit, le vieillard la regarda un long moment d'un air pensif.
Puis il s'adressa à ces bêtes d'un ton fort civil. « Ma chère, on met le bras sur sans doute. Laissez là. Et le démon qui se... Andalo, ça veut dire que on dit que je suis là. On me fatigué. Les grands rails de raison, les filles, et les knolles, celui qui a dit, et restez il est pourtant, c'est mieux. Va la bombe, c'est répondre, c'est arrêter l'ambition à aller. Et... Ah, vous l'avez dit, elle est l'éclairée. Avec un petit bout. » La fillette s'exécuta sans rechigner, car elle aussi avait grand faim. Les 3 animaux, fort intéressés, regardèrent l'inconnu remplir un grand chaudron d'eau pour le suspendre ensuite au-dessus du feu. Quand l'eau fut bien chaude, elle y ajouta divers légumes, de la viande et des épices. Quelques instants plus tard, un délicieux fumet montait dans la pièce. Puis, la jeune fille alla chercher du pain, du beurre et du fromage qu'elle posa sur la table. Les animaux alléchés se rapprochèrent d'un air gourmand. « Allons !» lança la fillette à la vache. « Recule !» Et lorsqu'elle faillit marcher sur la poule, elle se fâcha sérieusement. « Vous êtes tous dans mes pieds, je ne puis pas travailler ainsi !» reprocha-t-elle à la ronde. Le vieillard, lui, n'avait pas bougé. La tête entre les mains, il gardait toujours le même regard sombre. La jeune fille, en le voyant si indifférent, se demanda s'il appréciait ses efforts. Néanmoins, elle tourna joyeusement dans la soupe, humant avec plaisir son appétissant parfum. Elle avait de plus en plus faim. Posant 2 assiettes sur la table, elle servit d'abord son hôte, puis remplit la sienne largement avant de s'asseoir. Elle prit ensuite 2 verres, y versa du vin, et sans plus de façon mangea et but avec appétit. La soupe était délicieuse. La fillette se servit une seconde assiétée, ignorant délibérément les animaux. Le coq, juché sur un tabouret à côté de son maître, salivait tristement, et la vache et la poule, réfugiées au coin de l'âtre, attendaient patiemment que la jeune cuisinière leur apporte un peu de nourriture. Hélas, l'ingrate ne laissa pas le moindre reste pour eux. Une fois repue, elle se leva et s'exclama « Ah, j'ai bien mangé! Où puis-je dormir maintenant ?» Mais les animaux vexés lui répondirent en chœur « Tu n'as point voulu partager la soupe et le pain du repas, tu devras donc, pour te loger, trouver seul un lit et des draps. » Le vieil homme alors marmonna dans sa barbe « Monte l'escalier, tu verras 2 lits. Tu seras gentil de les faire tous les 2. Tu trouveras tout le nécessaire dans le coffre. » En soupirant, la jeune fille s'exécuta. Elle détestait faire les lits. Et de surcroît, elle était affreusement fatiguée. Elle n'en prépara donc qu'un seul et s'y coucha sans attendre. Ce vieux paresseux n'a qu'à s'occuper de son lit lui-même, décida-t-elle sans le moindre remords, et elle souffla la bougie. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle s'était perdue. Elle grimpait une colline, puis la dévalait, s'éloignant toujours davantage de sa maison. Les pentes devenaient sans cesse plus abruptes. Elle peinait, suait, soufflait. Soudain, elle sentit qu'elle tombait. Le vieil homme, lui, ne monta se coucher que tard dans la nuit. Quand il s'aperçut que son invité n'avait point préparé son lit, il grommela. Elle avait déjà oublié de nourrir les animaux, et maintenant, c'est lui-même qu'elle osait négliger. Il ouvrit alors une trappe, aménagée au pied du lit où dormait l'étrangère, et fit sans hésiter basculer cette dernière dans l'ouverture. Puis il poussa un profond soupir. Pendant ce temps-là, le bûcheron était rentré chez lui épuisé et le ventre creux. « Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé de soupe ?» reprocha-t-il à sa femme. « Mais j'ai demandé ce matin à notre aînée d'aller t'emporter, » protesta celle-ci. « Elle n'est d'ailleurs pas encore rentrée. » « C'est étrange qu'elle ne t'ait pas trouvée, » poursuivit-elle avec inquiétude. « Et si elle s'était perdue ?»« Oh non, » rétorqua le père. « Cette enfant est suffisamment intelligente pour ne pas s'égarer. Elle finira certainement par revenir. » Après s'être copieusement restauré, il reprit. « Demain, tu m'enverras notre seconde fille, car je dois de nouveau travailler fort loin. Par mesure de précaution, je jetterai derrière moi des lentilles, afin qu'elle me retrouve sans difficulté. Les lentilles sont plus grosses que les grains d'orge. Ainsi, elle n'aura aucune peine à les repérer. Et il n'y aura point de danger qu'elle aille se perdre cette fois. » Comme prévu le lendemain matin, la brunette partit à son tour avec un bidon de soupe pour son père. Mais les choses se passèrent de la même manière que la veille. Aux alentours de la maison, la fillette retrouva bien quelques lentilles, mais plus loin, les oiseaux avaient tout mangé.
Fatiguée, désemparée, elle décida elle aussi de boire elle-même la soupe avant de se remettre en route. Puis, la jeune fille recommença à tourner en rond jusqu'à ce qu'elle découvre la lumière et la maisonnette au fond des bois. Elle frappa à son tour à la porte et demanda au vieillard s'il pouvait profiter de son hospitalité. Le vieux, comme précédemment, interrogea les animaux installés dans la pièce, puis il la fit entrer. Tout comme sa sœur, la jeune fille prépara un succulent repas, mais elle négligea de nourrir les bêtes affamées. Après le repas, comme ces dernières ulcérées lui refusaient tout secours, le vieil homme lui indiqua le chemin de la chambre et lui demanda de préparer 2 lits. Mais quand il alla enfin se coucher, il constata qu'elle aussi n'avait songé qu'à son propre confort. Il procéda alors comme pour l'aîné. Il sortit la jeune fille endormie de son lit et la poussa sans ménagement jusqu'à ce qu'elle tombe dans la trappe. Puis il exhala un profond soupir. Ce soir-là, le bûcheron rentra chez lui plus furieux encore. Il ne comprenait point pourquoi on l'avait oublié une 2e fois. Sa femme lui confirma que leur fille cadette était bien partie fort tôt le matin avec un bidon de soupe. « Qu'est-il donc arrivé à nos enfants ?» se lamentait-elle. « Rien du tout. Mais elles sont tout bonnement aussi désobéissantes l'une que l'autre, » gronda le bûcheron. « Elles gambadent dans les bois sans aucun souci de leurs parents. Demain, tu m'enverras la plus jeune. Elle ne se perdra sûrement pas, car je sèmerai derrière moi des pois cassés. Ceux-ci sont si gros qu'elle ne pourra manquer de les voir. » Mais la fillette, une fois en chemin, constata bientôt qu'il ne restait plus à ses pieds le moindre signe. Les oiseaux n'en avaient pas laissé un seul. Comme ses sœurs, elle finit par arriver devant la chaumière du vieil homme. Elle lui demanda très gentiment l'hospitalité. Le vieux, assez réticent, interrogea tout de même ses bêtes. « Ma chère poulette, mon coq, mon ami, ma vache proprette, allons-nous dire oui ?»« Mais quoi, cocorico !» crièrent les animaux. « Entre, dit alors le vieillard. Peut-être auras-tu l'amabilité de t'occuper du repas, je suis si affamée. » « Mais bien sûr, s'empressa la jeune fille en entrant, qu'il fait bon ici. Ces animaux sont vraiment amusants. » Elle caressa la vache sur sa grosse tête, lissa les plumes de la poule, puis gratta délicatement le coq sous les ailes. « Eux aussi ont faim, certainement, » s'exclama-t-elle gentiment. « Que puis-je leur donner ?»« Tu trouveras de la paille et de l'orge dans la grange à côté de la maison, » lui expliqua le vieil homme. « Je vais commencer par là, » déclara la fillette, « puis je m'occuperai de vous. » Quelques instants plus tard, elle déposa devant les animaux une brassée de paille et un grand bol d'orge. Elle prit aussi le temps d'aller leur chercher un seau d'eau. Puis, un sourire sur les lèvres, elle les regarda dévorer leur repas. « À nous deux maintenant, » dit-elle au vieillard. Et elle se mit à préparer pour elle et son hôte un repas savoureux. Après avoir mangé, elle voulut dormir. « Monte l'escalier, » lui dit le vieux d'un ton amical. « Tu trouveras là-haut un lit et du linge dans le coffre. » La jeune fille grimpa prestement et elle découvrit dans la chambrette 2 modestes lits de bois. « Je vais les faire tous les 2, se dit-elle. Cela ne me donnera guère de travail en plus. » 1 heure plus tard, le vieil homme monta à son tour. Il vit avec satisfaction que son lit était prêt et se glissa sous les couvertures avec un grand soupir d'aise. La jeune fille, cependant, dormit d'un sommeil agité. Elle entendait dans toute la maison des craquements sinistres, comme si une forte tempête secouait les murs. Et il lui sembla que son lit bougeait. Le lendemain matin, lorsqu'elle se réveilla, elle ne put en croire ses yeux. Le pauvre petit lit de bois dans lequel elle s'était endormie la veille au soir s'était transformé en une couche magnifique entourée de tentures vertes. Les montants en étaient formés par des signes d'ivoire et la couverture était en velours rouge. Éblouie, la jeune fille referma bien vite les paupières, convaincue d'avoir rêvé, mais quand elle les rouvrit, le beau lit était toujours là. Un peu plus tard, elle entendit frapper à la porte. Un très digne valet, suivi de 2 accortes chambrières, pénétra dans la pièce. Le premier lui demanda s'il avait bien dormi et si elle désirait son œuf mollet ou à la coque. Puis les 2 femmes de chambre lui proposèrent de lui faire couler un bain. « Mais non, voyons, » protesta la fille du bûcheron. « Je ferai bien tout cela moi-même. D'ailleurs, il me faut d'abord aller interroger le vieux. » Mais quand elle entreprit de se lever, elle aperçut par la porte entrebâillée un superbe jeune homme. Stupéfaite, elle ne parvint plus à bouger ni même à émettre le moindre son.
Ne soyez donc pas si étonnée, ma chère demoiselle, la rassura le bel inconnu. Je vais tout vous expliquer. Je suis le fils du roi de ce pays. Mais une vilaine sorcière m'avait changé en vieillard. Quant à mes fidèles serviteurs, elle les avait transformés en une vache, un coq et une poule, avant de nous reléguer dans cette chaumière perdue au fond des bois. Seule une jeune fille d'une extrême bonté pouvait rompre le sortilège. Il fallait qu'elle soit généreuse et capable de penser aux autres. Surtout, elle devait aimer les animaux et ne pas mépriser les plus humbles qu'elle. Pendant des années, je l'ai attendue en vain. Mais hier soir, enfin, vous êtes venus. Grâce à vous et à votre charmante nature, nous avons tous quatre pu retrouver notre forme originelle. Soyez-en remerciés. Les femmes de chambre apportèrent alors à la fillette une robe somptueuse et l'aidèrent à s'en vêtir. En se découvrant dans la glace, elle crut voir une véritable princesse. Elle se mit à tournoyer avec ravissement, jusqu'à ce que le pompeux domestique vienne lui annoncer que le prince l'attendait. Ce dernier lui demanda aussitôt de l'épouser, et la jeune fille, émue, ne put que faire un signe affirmatif de la tête. « Mes serviteurs sont partis chercher votre père et votre mère, » lui dit ensuite son fiancé. « Je suppose qu'ils seront heureux d'assister à nos épousailles. »« Et mes sœurs ?» s'enquit la cadette. « Elles sont ici, » répondit le prince. « Je vous raconterai plus tard comment elles y sont arrivées. Si elles consentent à s'occuper d'autrui et apprennent à aimer les animaux, elles pourront rester près de nous. » Le jeune vieillard. Pan Stanislav était un homme puissant. Il se tenait toujours bien droit et le menton fièrement pointé vers l'avant. Il avait les cheveux gris, mais cela ne voulait rien dire quant à son âge. En effet, il était encore très jeune lorsque son abondante chevelure s'était mise à grisonner. Cela faisait partie de son personnage. Et du reste, son entourage l'avait toujours connu ainsi. Pan Stanislav habitait depuis très longtemps un antique château non loin du village de Biskupin, quelque part en Pologne. Il n'y était pourtant pas né. Son berceau sculpté était toujours à Poznań, son village natal, où il n'était plus retourné depuis la mort de ses sœurs. En réalité, pendant des années, il avait évité d'y rencontrer son frère Waldemar. Car, un triste jour, ce dernier et Pan Stanislav s'étaient querellés sans retour. Personne ne savait même plus pourquoi. Pourtant, à la mort de Waldemar, Pan Stanislav, plus têtu qu'une mule, avait refusé de venir assister à ses obsèques. Quelques années plus tard, ses neveux, les enfants de son frère, avaient bien tenté de l'inviter, mais Pan Stanislav n'avait même pas répondu. Il se demandait dès lors pourquoi, depuis un certain temps, il repensait si souvent à son village natal. Il commençait même à évoquer avec nostalgie la belle et riche demeure où il avait grandi auprès des siens. Pourquoi s'obstinait-il à en vouloir au fils de son frère? Il n'avait rien à leur reprocher. Ainsi, petit à petit, l'idée de retourner à Poznań grandit dans son esprit. Un jour, il manda près de lui son très fidèle serviteur qui s'appelait Sixtus. « Sixtus, lui déclara-t-il d'une voix ferme, j'ai formé le projet d'aller rendre visite à mes deux neveux. » Si le serviteur fut grandement étonné, il n'en laissa rien paraître et, sans sourciller, il demanda calmement « Vous voulez vous rendre à Poznań, maître? Dites-moi seulement le jour, afin que je puisse m'occuper du voyage. »« Je ne suis pas réellement pressé, » répondit Pan Stanislav. « Je voudrais d'abord savoir s'ils sont disposés à me recevoir. Voudrais-tu t'en informer ?» Sixtus partit donc pour Poznań. Quand il revint, il annonça à son maître qu'il serait le bienvenu chez les fils de Waldemar. « Crois-tu qu'ils agissent ainsi par politesse ?» s'inquiéta cependant Pan Stanislav. « Je ne puis vous le dire, » avoua le valet. « Avait-il l'air content ou bien inquiet ?» poursuivit le maître. « Certainement pas inquiet, » affirma Sixtus, après un léger temps d'hésitation. « Mais pas content non plus, » insista Pan Stanislav. Le fidèle serviteur secoua négativement la tête. « Alors je n'y vais pas, » lui déclara péremptoirement Pan Stanislav. Mais à quelques jours de là,
il appela de nouveau son valet. « Regarde, Sixtus, fit-il. J'ai acheté quelques présents pour mes neveux. » Et il montra à son serviteur quelques pièces du lin le plus fin et de merveilleuses soieries. Puis, il sortit de sa poche 2 bagues en or pur ornées de diamants. « L'une est pour mon neveu Marek, expliqua-t-il, et l'autre pour mon neveu Joseph. Quant au tissu, il est pour leurs épouses. Je désirerais que tu ailles leur porter ces cadeaux de ma part. »« Bien, maître, » dit Sixtus, qui partit aussitôt pour Poznań. Une fois de retour, il rapporta à son maître que ses neveux l'attendaient fort impatiemment. Ils insistaient sincèrement pour que leur oncle vienne les visiter. « Je pars immédiatement, » décida Pan Stanislav. Le valet, sans rechigner, fit atteler la voiture et tous deux quittèrent le château promptement. Lorsqu'ils arrivèrent à Poznań, Pan Stanislav dit à son serviteur « Nous n'irons pas directement chez eux. Je voudrais d'abord faire un tour au village. Il y a si longtemps que je n'y ai plus mis les pieds. » Sixtus, obéissant, fit claquer son fouet et les chevaux repartirent dans la direction voulue. « Dirige-toi vers la place du marché, » commanda Pan Stanislav. « J'y retrouverai sûrement quelques connaissances. » Ce disant, il se dressa dans la voiture en jetant à la ronde des regards curieux. Mais, à sa grande déconvenue, il ne put découvrir aucun visage familier. Même au marché, il ne vit qu'un groupe de jeunes gens qui ne levèrent même pas la tête au passage de la voiture. « Continue, Sixtus, » ordonna-t-il, en tâchant de masquer sa déception. « Mes amis sont certainement trop occupés pour venir traîner au marché comme ces jeunes impudents. » Dans sa maison natale, Pan Stanislav fut reçu à bras ouverts. Toute la famille s'était groupée au dehors pour l'accueillir. Et ses neveux étaient plus sympathiques qu'il ne l'aurait imaginé. Mais ils ont déjà les cheveux gris à leur âge, s'étonna-t-il en les voyant. Auraient-ils connu tellement de soucis dans leur jeunesse? Et leurs enfants sont si grands. Il est vrai que moi aussi, j'étais un géant pour mon âge. Après avoir embrassé tout le monde, Pan Stanislav grimpa l'escalier d'honneur qui menait à la porte. Arrivé au haut du perron, il se sentit tout essoufflé et fut contraint de s'arrêter. « Ils ont dû allonger cet escalier, » se dit-il à part lui. « Il n'y avait pas autant de marches jadis. » Dans le hall d'entrée, il se dirigea vers la plaque apposée en l'honneur de son grand-père. « Tiens, ils l'ont changé, » murmura-t-il. Les lettres, en effet, étaient devenues si petites qu'il dut se rapprocher pour les lire. Le soir, lorsque tout le monde fut assis pour le dîner autour de la grande table et eut commencé à déguster le potage, Pan Stanislav demanda des nouvelles d'un de ses amis. « Vous ne savez donc pas, mon oncle ?» s'étonna Joseph. « Il est mort depuis plus d'1 an. » Pan Stanislav, chagriné, évoqua alors un autre camarade auquel il aurait bien voulu rendre visite. « Ce sera difficile, mon oncle, » lui dit Marek, ennuyé, « car il nous a quittés lui aussi. » Stanislav cita encore quelques noms, mais reçut chaque fois la même réponse à sa demande. « Je ne comprends pas, » protesta-t-il. « Il n'était tout de même pas si vieux. Il doit bien encore y avoir ici quelques-uns de mes amis. »« Bien sûr, mon oncle !» s'empressèrent de reprendre les neveux qui énumérèrent une série de personnes toutes fort vieilles. L'une souffrait des jambes, l'autre était sourde, une troisième ne quittait plus son lit. « C'est bon, » trancha finalement Pan Stanislav. « Je ne veux plus en entendre parler. Mais comme les gens se soignent mal... » Afin de dissimuler son malaise, il se pencha vers sa voisine de table, une fort jolie fille répondant au nom de Dania, et lui sourit d'un air engageant. C'était une amie de la famille, et Pan Stanislav bavarda volontiers avec elle. Mais avant même que le repas fût terminé, elle s'excusa poliment et quitta la pièce. D'abord, Pan Stanislav pensa qu'elle allait revenir, mais il attendit en vain. Un peu plus tard, en sortant de la salle à manger, il l'aperçut en compagnie d'un beau jeune homme qui la faisait rire aux éclats. La tête emplie de sombres pensées, Pan Stanislav se dirigea alors vers le jardin. Et soudain, il comprit pourquoi il s'était senti de si méchante humeur toute la journée. Il venait de se rendre compte
qu'il était vieux. Sans doute était-il encore aussi fort qu'un lion, mais il savait très bien que ses forces allaient décliner peu à peu et qu'il ne lui faudrait plus longtemps pour montrer les mêmes signes de décrépitude que ses amis de jadis. Cela, jamais. Je préfère mettre fin à mes jours, se dit Pan Stanislav, sans aucune pensée pour sa famille, ni pour son accueil chaleureux. Il ne songea pas non plus à tous les plaisirs de la vie dont il pouvait encore jouir, même âgé. Je vais pénétrer dans le bois, et j'y trouverai un endroit tranquille, pour y mourir comme un vieux lion, décida-t-il sans trembler. Cette pensée le tranquillisa, et d'un ton ferme, il appela son domestique. « Selle mon cheval », lui enjoignit-il. « Je vais rendre visite à un vieil ami. » Sixtus s'exécuta, non sans quelque réticence intérieure. Qu'allait donc faire son maître à pareille heure de la nuit? Et qui serait encore éveillé pour le recevoir? Assez inquiet, le brave homme résolut de suivre Pan Stanislav, mais sans se faire remarquer. Sans se douter de ses réflexions, celui-ci monta sur son cheval et s'enfonça au galop dans la nuit. Son fidèle serviteur eut toutes les peines du monde à conserver le même rythme que lui, et quand enfin son maître pénétra dans le bois, le dévoué Sixtus avait perdu sa trace depuis bien longtemps. À un croisement de chemin, Pan Stanislav arrêta sa monture. À l'est, le soleil se levait déjà. Et soudain, il hésita. Un nouveau jour allait-il commencer sans lui? Lentement, un sourire se dessina sur son visage là. Pourquoi ne pas se laisser une toute dernière chance? Allons. S'il rencontrait quelqu'un qui ne le jugeait pas vieux, il renoncerait à son sinistre et fatal projet. Peu de temps après, il rencontra quelques paysans qui se rendaient au marché. Mais aucun ne prêta attention à lui et finalement, il descendit de son cheval et lui flatta l'encolure. « Adieu, mon cher Morozek, je te rends ta liberté, » lui glissa-t-il à l'oreille. Et comme l'animal semblait hésiter, il répéta « Allez, va ». Il marcha ensuite d'un pas lent le long du sentier, jusqu'à ce qu'il vit apparaître quelqu'un dans le lointain. C'était un homme entre deux âges qui tenait à la main un bonnet de fourrure ainsi qu'un bâton. « Peut-être pourrais-je bavarder un moment avec lui », se dit Pan Stanislav. Et il attendit jusqu'à ce que l'inconnu arrive à sa hauteur. « Bonjour », lui lança-t-il. « Comment vous appelez-vous » Mais au lieu de répondre, l'homme courut se réfugier dans les fourrés. « C'est incroyable », s'étonna Pan Stanislav. « Je lui ai seulement demandé son nom. »« Monsieur !» cria-t-il en direction des buissons. « Pourquoi vous enfuir ainsi? Je vous ai interpellé poliment. »« Ce n'est pas de vous que j'ai peur, Seigneur, » fit alors une voix tremblante qui s'élevait des taillis, « mais plutôt de l'homme qui me poursuit. Jetez donc un coup d'œil, il est gigantesque. » Au même moment, Pan Stanislav, en effet, remarqua un bonnet de fourrure qui dépassait des arbustes à une hauteur parfaitement anormale. À première vue, on eût effectivement pu croire qu'il s'agissait d'un homme très grand. Mais le bonnet vacillait vraiment bizarrement, et Pan Stanislav comprit que l'inconnu avait tout simplement placé son chapeau au bout de son bâton. « Vous êtes un impudent d'oser vous moquer d'un vieillard !» s'indigna-t-il en se précipitant vers les buissons. Furieux, il saisit l'étranger par le col et le traîna jusqu'au chemin. Puis, d'un coup de poing, il le renversa sur le sol. « Je suis peut-être vieux, » s'écria-t-il, « mais je ne supporte pas qu'on me manque de respect. » En gémissant, le pauvre homme tenta péniblement de se relever. « Je ne voulais pas me moquer de vous, Seigneur, » haleta-t-il. « Je n'oserais pas, mais vous m'avez fait peur et j'ai voulu fuir. »« Tiens, tiens, tiens !» s'exclama Pan Stanislav, qui sentait déjà sa colère tomber. « Allons, répondez enfin à ma question. Qui êtes-vous et où allez-vous ?»« Je m'appelle Nicolas, Seigneur. Je suis un menuisier originaire de Cracovie et je suis venu travailler ici pour le grand roi Casimir. »« Bien, bien, dit Pan Stanislav, calmé.
Mais je ne comprends toujours pas votre affolement. J'ai rencontré dans ma vie bien des lâches, mais aucun ne l'était autant que vous. Pourquoi donc cette terreur vis-à-vis d'un vieillard comme moi? Un vieillard? s'est récria le pleutre. Pourquoi dites-vous cela, Seigneur? Pour moi, un homme capable de distribuer de tels coups est loin d'être vieux. Et il se frotte à l'épaule tout en faisant la grimace. Votre poing est aussi dur que celui d'une jeune recrue. Je vous crois bien capable de défoncer d'un geste une porte de fer. Comment pouvez-vous donc croire que vous êtes vieux? Le visage de Pan Stanislav commençait à s'éclairer d'un radieux sourire. Il avait devant lui quelqu'un qui ne croyait pas à sa vieillesse. Il allait donc pouvoir vivre de nombreuses années encore. Sortant de sa bourse quelques pièces d'or, il grommela d'un ton bourru. « C'est pour vous, prenez-les. Et puis, excusez-moi, c'est vrai que je possède un poing d'acier. »« Oui, le poing du jeune recrue, Seigneur !» répéta Derechef l'étranger en saisissant les pièces d'or. « Non, vraiment, vous n'êtes pas vieux !»« Allez, prenez-le tout !» s'écria alors gaiement Pan Stanislav. Et il jeta sa bourse au menuisier avant de repartir en sifflant vers son village natal, tandis que l'homme, incrédule, se pinçait vigoureusement pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Non loin du carrefour où il avait laissé son cheval, Pan Stanislav retrouva celui-ci qui attendait fidèlement son maître bien-aimé. « Viens, Morouzek !» lança ce dernier joyeusement. « Nous rentrons chez nous. Tout va bien. » Et, avec la souplesse d'un tout jeune homme, il se mit en selle. Les premiers rayons du soleil commençaient à percer les feuillages et les oiseaux accueillaient gaiement le début du jour en chantant à tue-tête. « Il y a bien longtemps que je n'ai pas vu le soleil se lever, » songea Pan Stanislav, qui ne comprenait déjà plus pourquoi, 1 heure auparavant, il avait voulu mettre fin à ses jours. Soudain, il tira sur les rênes. N'avait-il pas entendu quelqu'un à l'appeler? Comme il tendait l'oreille, le vent lui apporta de nouveau des cris. Pan Stanislav donna alors un coup d'éperon et fit galoper sa monture dans la direction du son. Oui, il distingua maintenant plusieurs voix qui toutes prononçaient anxieusement son nom. C'était le fidèle Sixtus, qui avait sonné le rassemblement pour partir à la recherche de son maître. Le pauvre s'était en effet terriblement inquiété en voyant ce dernier disparaître dans les bois. Malheureux et fourbu, il marchait en tête de la petite troupe, suivi de Marek, de Joseph et des domestiques. Mais soudain, dressé sur sa monture, dans la radieuse clarté du matin, son maître lui apparut, plus jeune que jamais. Le moustique et le lion. Un moustique assez vaniteux se jugeait gracieux et malin, en même temps que très courageux. « Je ne crains jamais personne », bourdonnait-il. Et, pour montrer qu'il ne se vantait pas, il vola droit dans l'antre d'un lion. « Crois-tu que j'ai peur de toi ?» lança-t-il au redoutable fauve qui, à dire vrai, ne l'impressionnait nullement, en dépit de son titre de roi des animaux. Tout faraud, il alla se poser sur la tête du vénérable lion, qui ne daigna pourtant pas le remarquer. Le moustique le piqua alors plusieurs fois sur le nez. « File d'ici, vilaine bête !» grogna furieusement le fauve en faisant des moulinets avec ses pattes pour chasser l'intrus. Mais le preste moustique se mit à bourdonner autour de lui jusqu'à ce que l'infortuné en attrape le tournis. Finalement, dégoûté, il abandonna la partie et, la tête basse, quitta son antre. « J'ai gagné !» jubila le moustique. « Même un lion ne peut rien contre moi !» Et il vola dans tous les sens pour aller narrer sa victoire aux autres animaux, jusqu'au moment où il demeura coincé dans une simple toile d'araignée. Brave petit Charlie. Dans un pays lointain, où les monts sont si hauts que leurs sommets disparaissent dans les nuages, vivait une pauvre veuve avec son fils Charlie. Tous deux habitaient dans une petite maison au pied d'une montagne.
Devant la maisonnette, la veuve avait aménagé un minuscule potager où elle cultivait des betteraves, des haricots et de belles laitues bien tendres. Une fois par semaine, elle se rendait au marché afin d'y vendre ses légumes. Autour du petit logis, 5 poulettes rousses picoraient gaiement. Grâce à elles, la maman de Charlie pouvait de temps à autre emporter au marché un panier plein d'œufs et gagner quelques sous de plus. Trop peu pour vivre et trop pour mourir, disait-elle toujours à Charlie. Mais celui-ci devait réfléchir pour comprendre ces mots. En revanche, il voyait fort bien que sa mère menait une vie difficile. C'est pourquoi il faisait toujours de son mieux pour l'aider. Et comme il était adroit, il y parvenait la plupart du temps. Il enlevait soigneusement les mauvaises herbes entre les rangées de légumes, il ramassait les œufs que les poules avaient pondus, il balayait l'entrée de la maison, épluchait les pommes de terre quand sa mère revenait trop tard du marché. Chaque soir, une fois leur maigre repas terminé, tous deux s'asseyaient près du feu. La maman de Charlie lui racontait alors de belles histoires de jadis, du temps où son pauvre papa vivait encore et où tout était différent. Les jours passaient ainsi, sans aucun événement particulier. Mais un matin, la veuve, épuisée, dit à son fils « Charlie, je me sens trop fatiguée pour me lever aujourd'hui. Pourrais-tu aller au marché à ma place ?» Le gamin, tout content que sa mère veuille bien lui confier une mission aussi importante, se mit en route sans attendre. Comme il était poli et très sympathique, il n'eut aucun mal à tout vendre pour un bon prix. Il retourna alors chez lui, sautillant et sifflotant, tandis que le panier vide, attaché sur son dos, dansait joyeusement dans tous les sens. Mais lorsque Charlie ouvrit la porte, il s'arrêta immédiatement et son sourire se figea aussitôt sur son visage. « Maman !» s'écria-t-il affolé. « Tu es encore au lit ?» Les yeux bleus de sa mère, au fond desquels il voyait toujours danser 1000 étoiles, étaient devenus tout ternes et humides. « Je suis malade, mon enfant », avoua la veuve dans un souffle. Et lorsqu'elle voulut s'asseoir, Charlie aperçut sur son front de grosses gouttes de sueur. Soudain, il fut pris d'une affreuse panique. « Si tu es malade, il te faut demeurer couché, » décida-t-il d'un ton solennel. « Veux-tu que j'aille chercher le médecin du village ?»« Nous n'avons pas assez d'argent pour le payer, mon petit, » soupira la mère. « De plus, ce ne sera pas nécessaire. Une bonne nuit de sommeil me fera sûrement le plus grand bien. » Mais il ne fut pas question de repos cette nuit-là, car la pauvre femme ne cessa de se retourner dans son lit et de gémir. Quand enfin, elle parvint à somnoler un peu au petit matin, les pigeons perchés sur la gouttière la réveillèrent par leur roucoulement. « Oh, je vais les chasser, ces maudits oiseaux !» s'écria Charlie. Mais sa mère refusa en essayant de sourire. « Ces pauvres pigeons ignorent que je suis malade et qu'ils me dérangent. D'ordinaire, j'aime bien les entendre roucouler. » C'est vrai, admit Charlie. Sa mère avait raison, mais c'était tout de même regrettable qu'il l'ait ainsi réveillée. Dans la faible lueur de l'aube, le petit garçon s'effrayait en découvrant la pâleur du visage de sa maman. Sous les yeux, elle avait de larges cernes sombres et ses joues se creusaient d'ombres mauves. « Veux-tu un œuf ?» lui demanda-t-il, plein d'espoir, car il avait entendu dire que les œufs étaient excellents pour soigner les malades. Ou peut-être quelque chose à boire. Mais la mère secoua la tête d'un air épuisé. « Tu es adorable, mais je n'ai envie de rien. Va donner à manger aux poules. Et vérifie dans le potager si les haricots ne doivent pas être arrosés. » Tristement, Charlie se dirigea vers le jardin. D'ordinaire, il aimait nourrir les poules ou arroser les plantations. Mais maintenant que sa mère était malade, il n'avait plus de goût à rien. Lorsqu'il eut terminé, il vint voir dans la maison si sa mère n'avait pas besoin de lui. Mais en s'approchant du lit, il vit qu'elle avait les yeux fermés. Elle était si blanche que Charlie un instant la crut morte. « Maman, petite maman, guéris s'il te plaît » murmura-t-il à son oreille d'une voix suppliante. Mais sa mère ne répondit pas et resta inerte. Charlie alors se cacha les yeux dans ses mains et étouffa de gros sanglots de détresse. « Pourquoi pleures-tu, petit homme ?» s'enquit soudain près de lui une voix très douce. Levant les yeux, Charlie découvrit une belle dame toute vêtue d'argent. « Ce doit être la bonne fée » pensa-t-il immédiatement, car sa maman lui en avait parlé plus d'une fois. « Êtes-vous la bonne fée ?» demanda le petit garçon à l'apparition. Quand celle-ci lui eut répondu d'un signe de tête affirmatif, il cria en joignant les mains
Je vous en supplie, aidez-moi. Je suis là pour ça, acquiesça la fée en souriant. Dis-moi vite ce que je puis faire pour toi. Ma mère est gravement malade, expliqua Charlie en reniflant. Je ne sais comment la soigner, et nous n'avons pas d'argent pour payer le docteur. Puis il lança à la bonne fée un regard rempli d'espoir. Peut-être pourriez-vous la guérir? Mais la fée secoua la tête. Je ne puis malheureusement pas lui rendre la santé, dit-elle, mais je vais t'aider. Ta maman aurait besoin pour se remettre de quelques feuilles de l'arbre de vie. L'arbre de vie? S'étonna Charlie, mais où pousse-t-il? Il n'avait jamais entendu parler de cet arbre mystérieux, mais s'il pouvait sauver sa mère, il était prêt à courir au bout du monde pour en cueillir quelques feuilles. L'arbre de vie pousse au cœur du jardin des fées, expliqua la belle dame, au sommet de la plus haute montagne. Personne n'y est jamais arrivé. Mais moi, s'écria Charlie, pour guérir ma mère, j'y parviendrai. Notre histoire continue sur la seconde phase de cette cassette.